Bonjour. Je jette un œil. La quête de bien-être et le besoin de prendre soin de soi ont été accentués depuis la pandémie de Covid. Les gens se tournent vers les pierres guérisseuses, les plantes qui purifient l'air, les chamans, les thérapies énergétiques, le jeûne et d'autres choses encore. Nous sommes bien sûr libres de croire, de tester de nouvelles choses. Mais certaines personnes s'autoproclament coach, guide spirituel, formateur ou encore thérapeute pour exercer une emprise sur de nombreuses personnes. Alors, à quel moment cela peut dériver ou devenir de la manipulation mentale ? En 2023, la Miviludes, l'organisme d'État chargé de surveiller les dérives sectaires, a reçu plus de 4000 signalements. C'est en augmentation de 30% depuis l'année dernière. Parmi ces signalements, certains émanent de la communauté sourde. Je vais rencontrer une personne qui a accepté de témoigner. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir accepté de témoigner de manière anonyme. Laurent Vallot va reprendre vos propos en langue des signes. Vous êtes d'accord ? À un moment, vous avez ressenti le besoin et l'envie d'intégrer cette formation. Ça correspondait à un besoin d'ordre spirituel, une envie de bien-être. Mais pourquoi une formation ? En fait, moi je n'avais pas de religion, je menais ma vie comme ça. Et puis un ami m'a parlé d'une formation dispensée en langue des signes, sans interprète. J'ai trouvé que c'était super. J'étais curieux. Surtout parce que le formateur était une personne sourde. Et c'est là que j'ai découvert une religion. Le but de l'enseignement était de nous encourager, nous les sourds, de nous élever spirituellement. Toutes les religions traditionnelles étaient perçues comme obsolètes et mises à l'écart. Il était proposé une nouvelle conception de la religion, plus proche des cieux. Qu'est-ce qui vous a attiré dès le premier jour de cours ? Lors du premier cours, il a été question de l'âme. C'était déconcertant. On nous expliquait que notre corps est le véhicule de l'âme. Je n'en revenais pas d'avoir une âme. Et aussi, il fallait s'écouter soi-même, écouter son cœur. Ce qu'il nous dit, ses envies profondes. Il faut commencer par écouter son cœur. J'ai découvert de plus en plus de choses qui me semblaient vraies. J'étais vraiment pressé d'aborder le thème suivant. Et je suis devenu accro à cet enseignement. Quel était le programme de cette formation ? Ça consistait en quoi concrètement ? Il y avait le temps de la formation, mais on nous demandait aussi de lire les textes tous les soirs. Avant de dormir, il fallait beaucoup lire et prier. Et tous les matins également, sans faute, il fallait faire la prière. Si on arrêtait de prier, le diable pouvait se manifester. Ça me perturbait, alors je priais tout le temps pour repousser les diables. Je suis devenu de plus en plus paranoïaque. La nuit, seul, j'arrivais pas à dormir. Alors je me remettais à prier. Il fallait qu'on achète un médaillon. Grâce à ça, Dieu pouvait nous transmettre une énergie puissante qui nous fortifiait. Il faisait de nous une personne privilégiée. Et s'il devait y avoir un cataclysme sur la Terre, alors Dieu sauverait tous ceux qui portent ce médaillon. En les repérant grâce à une énergie rayonnante qui en émane, nous les privilégiés. Donc on nous conseillait vivement d'acheter ce médaillon, parce que sans, on serait anéanti. Alors nous, naïvement, on l'a acheté. Dans le contenu de l'enseignement, y a-t-il des choses qui vous ont paru étranges ? Dans les cours, il y a 3 thèmes qui me semblaient bizarres et qui revenaient tout le temps. Le karma, ne pas manger de viande, ne pas avoir trop de rapports sexuels. Trop, c'était pas bien. Cette liste de restrictions était très sévère.
Il ne fallait pas sortir du groupe. Sinon, on absorbait toutes les ondes négatives, alors qu'être tous ensemble dans un esprit positif, ça nous permettait de nous élever. Alors, j'ai commencé à rompre avec mes amis. J'étais aveuglé. Comment ça se passait avec vos enfants? Avant, on mangeait ensemble, mais là, je me faisais à manger de mon côté. Et les enfants se préparaient leur propre repas. On mangeait séparément. Les enfants se demandaient pourquoi. Je ne ressentais plus le besoin d'être dans l'échange, dans l'affectif. J'étais devenu distant et froid. Les sourires, c'était fini. Et en plus, je n'utilisais plus ma voix. Mes enfants ne me reconnaissaient plus. Ils étaient très inquiets et ça a duré 1 an, jusqu'à ce que je quitte le groupe. Comment avez-vous réussi à sortir du groupe? À quel moment précis avez-vous réalisé que vous étiez complètement sous emprise? Quel était votre ressenti à l'époque? Un de mes amis m'a alerté sur le fait que j'avais complètement changé d'attitude. J'ai répondu que tout allait bien et il a insisté. « Mais non, tu passes tout ton temps dans ce groupe avec les mêmes têtes. J'ai l'impression que c'est une secte. Ils t'endoctrinent. T'as vraiment changé d'attitude. » J'ai nié à ce moment-là, mais ça m'a fait réfléchir. Et puis j'ai regardé le groupe autrement. J'ai réalisé qu'ils avaient tous le regard vide. Que j'étais comme eux et là je me suis réveillé brutalement. J'ai été submergé par l'émotion. Les pleurs et puis la colère. Je ne savais plus où j'en étais. Il y avait la formation, mais aussi des stages, et puis un mémoire à faire. C'était trop, j'ai décidé d'arrêter. Ils se sont tous mis à me critiquer, et ça m'a fait réagir. Pourquoi est-ce qu'il faut que je reste enfermé dans le groupe, scotché à vous, comme si on était une famille? Je suis quand même libre de le quitter. Ça a dégénéré en insultes, et j'ai découvert leur vrai visage. Après tout ça, j'ai fait une dépression sévère. J'avais tellement honte. Et comme j'avais rompu avec tous mes amis, il m'a fallu revenir vers chacun d'eux pour m'excuser et on a pu renouer. Je leur ai dit que j'avais fait une erreur en intégrant ce groupe, que c'était une bêtise d'avoir rompu le lien avec eux. Ça s'est arrangé. Ils ont été compréhensifs. Nous nous trouvons dans une grande bibliothèque. Ici, les ouvrages traitent des croyances et des dérives sectaires. Par exemple, celui-ci s'appelle « Les nouvelles thérapies ». Celui-là, « Apocalypse imminente ». Et celui-là, le New Age. Je suis dans les locaux de l'UNADFI, l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de secte. Entre croyance et emprise mentale, où se trouve la frontière? Comment savoir si on est en danger ou pas? Je vais en parler à la directrice de l'association. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet échange. Quels sont les critères manifestes qui permettent de qualifier un groupe de secte? On considère qu'à partir du moment où une personne est sous l'emprise d'une autre ou d'un groupe ou d'une doctrine, qu'elle se radicalise aux croyances que prône ce groupe, et que cette radicalisation et que cette emprise l'entraîne à rompre d'une part avec elle-même, d'autre part avec son environnement direct et troisièmement avec la société, là on considère qu'il s'agit effectivement d'une situation sectaire. Il va y avoir ce qu'on appelait, ou ce que le ministère de l'Intérieur a appelé des signaux faibles, c'est-à-dire des changements de comportement, des changements dans l'alimentation, dans la façon de s'habiller, quitter rapidement son travail, d'où cette fameuse rupture avec son environnement proche. D'ailleurs, pour se repérer, nous avons sur notre site un questionnaire sous forme écrite ou sous forme de vidéo pour essayer justement de se repérer et de voir si un de vos proches ou vous-même êtes dans une situation sectaire. Considérez-vous que, d'une façon générale,
ces nouvelles croyances ont sérieusement altéré vos relations. Avez-vous parfois l'impression qu'il est prisonnier de ces nouvelles croyances ou de la communauté partageant ses points de vue ? S'il s'agit de votre conjoint, a-t-il déjà évoqué une séparation au prétexte que vous l'empêchez de s'épanouir ou de développer sa personnalité ? Les gens semblent davantage être attirés par les groupes sectaires alors qu'ils auraient la possibilité de consulter des professionnels comme des psychologues et des psychothérapeutes. Alors pourquoi ? La thérapie va être longue et les mouvements sectaires proposent toujours des solutions courtes et rapides. C'est-à-dire qu'une personne qui va se sentir fragile psychologiquement va préférer la proposition de « mais vous inquiétez pas, en 3 mois avec moi tout va aller mieux, ça va être fini, je vais vous guérir de ce qui vous préoccupe », plutôt que d'aller chez un vrai praticien qui lui va vous dire « mais en fait pour que ça aille mieux, il va falloir que vous preniez le temps que ça aille mieux, il va falloir travailler ». C'est pour ça qu'on parle de travail en psychothérapie et en psychanalyse. Donc ça va peut-être aussi avec notre société actuelle, qui est plutôt assez consumériste et où les gens aiment bien avoir rapidement une solution à leur demande. Les sectes ont-elles évolué dans le temps ? On a de plus en plus de mouvements sectaires en lien avec le domaine de la santé. Si je prends par exemple le yoga, j'aime bien prendre cet exemple parce que pour moi il est neutre. Le yoga est une pratique à la base qui est une pratique religieuse, qui a été sécularisée par l'Occident. Et du coup, tout le monde fait du yoga aujourd'hui, ça paraît normal à tout le monde, mais néanmoins, le yoga est utilisé par beaucoup de mouvements sectaires pour faire entrer les personnes. Votre association accompagne les victimes. Quelles sont les démarches à faire ? Alors, de toute façon, quoi qu'il en soit, quand une personne pense être confrontée à une situation sectaire, le mieux c'est de nous appeler. Après, on va réorienter soit vers une psychologue ou renvoyer vers un avocat, etc., etc. Pascal Duval vient de nous dire que de plus en plus de mouvements sectaires sont en lien avec le domaine de la santé. Sur Internet, on peut trouver des dizaines de thérapies dont je ne connais même pas le nom. Regardez. Ces pratiques de soins non conventionnels ne sont pas mauvaises en soi. Elles peuvent même être bénéfiques. Mais parce qu'elles ne sont pas réglementées, parce qu'elles ne sont pas encadrées, toutes les dérives sont possibles. Le Parlement vient de voter une nouvelle loi. Cette nouvelle loi définit un nouveau délit de provocation à l'abandon de soins. Elle vise certains praticiens qui ont prodigué des conseils dangereux pour la santé, comme des changements de régime alimentaire qui permettraient à eux seuls de guérir le cancer et qui ont conduit des gens à arrêter leur chimio. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gourous 2.0 étendent leur influence. Tous les cancers sont guérissables. Toutes les maladies ne le sont pas. Parce que pour pouvoir être guérissable, il faut y croire et il faut faire ce qu'il faut. Puis si on n'est pas allé trop loin aussi dans la médicalisation. Oui. Mais voilà, après l'accident de travail, j'ai dû subir une amputation de mon bras gauche, ok ? Il y a quelques mois, et je voulais savoir si la régénération du corps humain que tu expliques si merveilleusement pour notre peau, nos cheveux, nos organes, est-ce qu'elle s'étend jusqu'à la possible régénération de nos membres ? Des cellules souches, tu en as en permanence dans ton organisme. Tu as tout le programme pour reconstruire un bras, donc il n'y a aucune raison que le bras ne se reconstruise pas. Il existe une personne qui a infiltré certains de ces réseaux. Il est détective privé. Son métier, fournir à la justice des preuves leur permettant de déterminer s'il y a une dérive sectaire.
Bonjour. Au cours de vos enquêtes, vous infiltrez des groupes. Vous avez eu l'occasion d'observer des gourous. À votre avis, pourquoi agissent-ils ainsi? Quelles sont leurs motivations? Il y a effectivement des vrais gourous, voilà, des vrais méchants, qui vont utiliser des techniques de manipulation uniquement pour l'argent et le sexe. Mais il y a aussi énormément de pseudo-gourous, des gourous, on va dire 2.0, qui pensent faire du bien, mais malheureusement, ils vont entraîner les gens parfois vers des accompagnements qui sont préjudiciables. On a aujourd'hui en France un panel assez impressionnant de ce qu'on appelle des pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique. Il y en a, je ne sais pas, peut-être entre 500 et 1000. Et beaucoup ne sont pas réglementés et se situent sur le champ de la psychologie de comptoir, j'allais dire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont aucune formation pour faire de la psychologie, mais qui vont se permettre d'en faire parce qu'en France, il n'y a pas d'exercice illégal de la psychologie. Et si on ne s'arroge pas le titre de psychologue, mais qu'on choisit un autre titre qu'on invente, comme par exemple psychopraticien ou psychocoach ou psycho, peu importe, le préfixe en fait psy ou psycho n'est pas protégé. Et la personne va faire croire à son client, à son patient entre guillemets, qu'il est presque psychologue en fait. Mais c'est ce presque qui est très problématique. Donc, ici, on a une représentante pour Caroline, la jeune fille, qui est anorexique. Une représentante ici pour sa mère. Et une représentante pour son père. Pour le père, on peut utiliser, comme vous voyez, indifféremment une femme ou un homme. Alors là, pour vous expliquer, on a un exemple justement de thérapie qui n'est pas réglementée et qui se positionne sur le champ de la psychologie, même là en l'occurrence de la psychiatrie, puisqu'on parle d'anorexie. Et cette thérapie-là, qui est sous la forme de thérapie de groupe, utilise les gens qui sont sur place durant un travail de groupe pour leur faire jouer le rôle d'un représentant familial. Qu'est-ce que ressent le père? Je me sens coupable et responsable de la situation du fait de mon absence. Et je décide de changer. Moi, je suis confronté à cette matière-là, que j'ai dû infiltrer, pour vérifier si, durant ces ateliers-là, il pouvait y avoir des problématiques, par exemple, de faux souvenirs induits. Je vous cite un exemple. Le jour où je l'ai vécu, je me suis retrouvé, du coup, moi, à donc, bénéficier, entre guillemets, de ce travail-là. Et les autres personnes qui étaient présentes jouaient le rôle de certains membres de ma famille, parfois qui étaient fictifs. Je me suis retrouvé en conversation avec une jeune femme qui jouait le rôle d'une jumelle intra-utérine qui est censée être morte dans le ventre de ma mère, mais qui n'a jamais existé. C'est ce jour-là une invention en fait de la personne qui dirigeait l'atelier pour me faire vivre en fait une espèce de choc émotionnel avec cette jumelle hypothétique. Et j'ai vraiment eu une conversation ce jour-là avec cette jeune femme qui jouait ma jumelle, mais qui l'a tellement vécue de manière forte, comme si c'était vraiment ma jumelle décédée dans le ventre de ma mère, qu'elle est partie vraiment en larmes. Émotionnellement, ça l'a débordé. Et moi, ça m'a atteint. Vous avez eu l'occasion de travailler avec des victimes de sectes? Alors, j'ai 3 types de clients. Je vais avoir des familles, par exemple, qui sont inquiètes pour un proche qui est en rupture familiale ou qui a disparu. Un autre, ce sont des anciens adeptes. C'est plus rare, mais ça arrive. Et le 3e type de clients, ce sont des parents qui se séparent et qui n'ont pas les mêmes croyances. Et le jour où ils se séparent, il va falloir déterminer, par exemple, la garde des enfants. Je vais vous montrer ça. Là, c'était une affaire de garde d'enfants. L'objectif, moi, de mon enquête était de vérifier si la présence d'enfants dans ce cadre de groupe religieux pouvait être problématique en termes d'éducation, en termes de développement affectif, social,
en termes de valeurs républicaines, globalement même. Et ces éléments-là, j'ai pu ensuite les coucher dans un rapport d'enquête, les remettre à mon client et en particulier même à son avocat. Les gourous sont difficiles à condamner. Selon vous, pourquoi ? Je ne suis pas là pour juger les croyances, mais celles-ci sont protégées par la Constitution, donc via ce qu'on appelle la liberté justement de croyance, la liberté de rassemblement, la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir. Et en face, l'État va avoir en fait l'obligation de respecter toutes ces libertés-là, notamment aussi liées au principe de laïcité. Alors il y a cette difficulté-là pour l'État, et ensuite, quand on est sur une infraction pénale, c'est l'abus de faiblesse par suggestion psychologique. Et effectivement, étant donné qu'on est sur une infraction qui est psychologique, c'est difficile à prouver parce que ça peut être subjectif. La manipulation mentale, c'est difficile à prouver. Mais ces derniers temps, des gourous ont été arrêtés. L'une des dernières affaires, c'est celle d'un chaman qui se fait appeler Loup Blanc. Actuellement en prison, en attente de son procès, il est accusé d'avoir extorqué et violé une dizaine de ses disciples. Tout le monde peut se faire avoir par un manipulateur. Ce n'est ni une question d'intelligence, ni de niveau social. La personne que je vais rencontrer a longtemps été sous emprise. Elle s'en est sortie aujourd'hui et elle partage son expérience et ses conseils. Pendant longtemps, vous avez adhéré aux croyances d'un mouvement, et puis vous en êtes sorti. Alors, moi, en fait, j'étais dans un moment où j'étais très croyante. Ça faisait 15 ans que j'étais dans ce mouvement-là. Et je pensais être une enfant indigo. Alors, c'est une croyance très commune aussi dans le New Age. Je pensais que j'étais venue m'incarner sur Terre pour sauver l'humanité, élever son niveau de conscience. Mais il y avait des aspects de ma croyance qui étaient problématiques. Je commençais à avoir des problèmes qui étaient créés par ma croyance, comme le fait de me sentir assaillie par les énergies négatives, par exemple. Et je cherchais une définition de ce que c'est qu'un enfant indigo. Et j'ai été regarder une vidéo d'une personne qui disait qu'elle était guide spirituelle. Et dans cette vidéo, elle questionnait l'auditoire en disant « Est-ce que vous êtes vraiment sûr que les chakras existent ?» Et en fait, elle posait tout un tas de questions comme ça. Et on comprenait du coup qu'elle était sortie de sa croyance, alors qu'elle était guide spirituelle avant, et qu'elle interrogeait son auditoire, elle l'encourageait à se questionner sur ses croyances. Chacun est libre d'avoir la croyance qu'il veut, mais où se trouve la frontière avec la dérive sectaire ? Mais en fait, pour soi-même, c'est très compliqué de se rendre compte du moment où on est dans une dérive. On s'est tellement engagé, on peut avoir engagé du temps, des années de sa vie, du service, beaucoup de temps au service du mouvement. On peut avoir engagé de l'argent, évidemment. On peut avoir engagé des relations sociales qu'on a arrêté d'avoir. Et puis aussi, tout simplement, le fait de simplement se dire « je me suis trompé ». C'est pas qu'on a été crédule, forcément. C'est pas qu'on a été bête. C'est qu'on avait en face de soi un manipulateur ou une manipulatrice. Et les manipulateurs, ils emploient des techniques qu'on connaît, qui sont étudiées scientifiquement et qui sont très efficaces sur la cognition humaine. Une chose qui est très classique dans les mouvements sectaires, dans les dérives, c'est ce qu'on appelle le love bombing. Le love bombing, c'est quand on arrive dans un groupe, tout le monde est super sympa, on est accueilli, ah, tu es une personne exceptionnelle, etc. Et les gens qui le font peuvent être très sincères. Mais ils sont quelque part entraînés à le faire. C'est-à-dire, il y a cet esprit de communauté qui fait, voilà, tu fais partie de la communauté et nous, on est à l'écoute. De devoir abandonner ça, c'est très difficile aussi. On croit, mais est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter de croire ? Non, mais la question n'est pas de savoir est-ce qu'il faut croire ou pas croire. La question, c'est est-ce qu'une croyance me sert à quelque chose ? Est-ce qu'elle est utile ? Est-ce qu'elle me fait souffrir, au contraire ?
Et est-ce que je peux interroger cette croyance? Je pense qu'on a quelquefois du mal à se dire qu'on peut interroger nos croyances. Mais il ne faut pas hésiter à le faire, parce que quelquefois nos croyances ne sont pas utiles et voire quelquefois nous font du mal.